Et donc, je vais démarrer par Monsieur Boursu, pour des raisons d'abord protocolaires, mais aussi parce que vous venez d'être fraîchement nommé à cette fonction. Et j'ai envie de vous poser, c'est une question à mon avis qui brûle les lèvres des gens dans la salle, c'est quel va être le programme ou les grandes lignes de Boursu premier. Alors, quand on lit je dirais la presse économique, comme je suis chargé de le faire, et payé d'ailleurs pour le faire, on voit des bonnes choses pour les friches industrielles que vous voulez raviver, faire preuve d'innovation en termes de fiscalité, peut-être bousculer d'une certaine manière l'administration. Et puis, à d'autres moments, dans d'autres interviews, alors je cite parce que vous avez appelé ça votre appel du 11 août, donc il y a le 18 juin, puis il y a le 11 août de Boursu, où là, tout d'un coup, on découvre que vous voulez rationaliser des outils économiques. Et là, par contre, on prend peur, on se dit, mais c'est déjà fait. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, merci de l'invitation et merci aussi de l'opportunité que vous me donnez de débattre, mais aussi d'écouter un certain nombre de commentaires concernant notre situation économique, notre actualité économique. Je pense qu'effectivement, le gouvernement s'est inscrit dans une double démarche. La première, c'est de vouloir, et c'est vraiment le cœur de l'accord de gouvernement, mettre l'activité économique, mettre l'entreprise, le développement socio-économique au cœur de l'action publique. Ce n'est pas une figure de style, mais la feuille de route qui est la nôtre est d'une part, à travers un certain nombre de nouvelles déclinaisons du plan Marshall ou de confirmation de certains éléments aujourd'hui sur la table, de vouloir créer le cadre qui soit un cadre résolument favorable à l'entreprise. Ce n'est pas une pétition d'intention, ce n'est pas aujourd'hui une déclaration pour être simplement agréable à l'auditoire. Nous avons listé toute une série de mesures destinées à effectivement aider, soutenir l'activité économique. Mais je voudrais dire aussi qu'il y a très certainement un grand pas en termes de mentalité. Je ne veux pas que pour qui que ce soit, le terme entrepreneur soit une forme de gros mot. On doit, en région wallonne, dès le plus jeune âge, à travers l'ensemble des engagements de la société, avoir une démarche qui est soutenante par rapport à l'entreprise. Très souvent, j'ai entendu ce message qui était un message incriminant, un message critique par rapport à l'entreprise ou par rapport à l'entrepreneur qui échoue, et à l'inverse, un message envieux par rapport à l'entreprise qui connaît le succès. Je veux vraiment cette évolution de mentalité dans la société de façon générale. Et puis, cette déclinaison de mesures va concerner, bien sûr, par exemple, on va l'aborder, le secteur de l'énergie. Je sais à quel point le dossier énergétique est un dossier important pour une série d'entreprises qui sont notamment dans des secteurs fortement énergivores. Dans les nouvelles déclinaisons du plan Marshall, avec Pierre-Yves Géolet, nous allons convenir d'un certain nombre de réorientations budgétaires dans les priorités, dans les choix des secteurs en développement. Nous allons, et pour ce faire, nous concerter assez largement avec les structures représentatives, mettre en place de nouveaux outils fiscaux, entendons-nous bien, de nouveaux outils fiscaux positifs, de manière à aider les entreprises et à leur offrir un cadre qui soit moins pénalisant de l'activité, notamment avec un certain nombre d'idées originales concernant le retour d'une sorte de stock fiscal au bénéfice des entreprises qui, par exemple, ont des investissements consentis avant la période d'exonération du précompte immobilier sur l'outillage. Des dispositifs aussi spécifiques pour soutenir la relocalisation chez nous de certaines activités qui ont quitté le territoire. Et puis un premier message déjà délivré en ce qui concerne, par exemple, les pouvoirs locaux, provinciaux et communaux, où trop souvent on constate que la fiscalisation de certains volets de l'activité de l'entreprise, finalement, en remet une couche par rapport aux prélèvements financiers sur les entreprises. La circulaire fiscale adressée à l'ensemble des pouvoirs locaux de la région indique que, dorénavant, nous devons, à tous les niveaux, donc en ce compris au niveau local, combattre les formes de taxation anti-économiques. Et puis je dois dire que nous voulons aussi nous inscrire résolument dans la modernité, dans la relation entre l'autorité publique, l'administration en général et le monde de l'entreprise. La modernité, c'est notamment des délais de rigueur dans les procédures, que ce soit des procédures
d'octroi de permis, par exemple, des procédures d'obtention de telle ou telle forme de soutien, la traçabilité de l'ensemble des procédures de manière à ce que l'interlocuteur économique soit parfaitement informé du moment où la décision va tomber le concernant, où tel avis est rendu concernant un dossier qui lui est cher. Bref, une série d'éléments, vous l'observez, à la fois en ce qui concerne le plan Marshall, certaines déclinaisons nouvelles du plan Marshall, des dispositifs qui sont des dispositifs soutenants pour le monde de l'entreprise, vraiment la lutte impitoyable contre cette complication administrative très consommatrice de temps, d'énergie et donc d'activité pour les entreprises. Nous allons aussi, par exemple, de nouveau en concertation avec vous, revisiter l'ensemble des éléments des aides aux entreprises, tant il nous apparaît que l'on doit aujourd'hui cibler les aides aux entreprises sur un certain nombre de choix, un certain nombre d'investissements qui sont stratégiques pour l'entreprise, qui sont prioritaires pour le déploiement socio-économique de notre région, et éviter que le foisonnement de petites aides, finalement, ne se décline peut-être quelquefois en effet d'aubaine, mais surtout en lourdes contraintes administratives, en poids de services qui sont organisés au niveau de la région. Vous l'observez à travers l'ensemble de ces éléments d'organisation, de levier. On veut vraiment contribuer avec vous, bien sûr, le monde de l'entreprise, que ce soit les plus grandes entreprises, les PME ou les indépendants, à aider la Wallonie à franchir ce pas indispensable. Je tiens à être vraiment très clair dans mon propos. Un certain nombre d'efforts ont été organisés, ont été portés dans le passé. Mais je constate aussi, lisons ensemble par exemple, ou relisons le rapport de l'IWEPS de novembre 2016, des rapports qui constatent que structurellement le chômage en un peu plus de 20 ans n'a pas diminué significativement en Wallonie. Et vous le savez, en observateur économique averti que vous êtes, nous avons un décalage en ce qui concerne le PIB, le taux d'emploi ou encore le taux de chômage qui est resté significatif, qui n'a pratiquement pas diminué, notamment avec la région voisine, avec la Flandre. Alors, j'y reviendrai en posant des questions justement à Bruno Coleman et au président de l'Union Wallonne, mais je reste encore quelques minutes avec vous. Alors, c'est un débat économique, mais je ne résiste quand même pas à vous poser une question, je dirais, politique. Vous savez que je dirige un magazine économique qui se veut apolitique, mais qui n'est pas nécessairement marxiste-léniniste, c'est le moins qu'on puisse dire. Et on a été étonnés au mois de juillet, puisqu'on a fait une enquête quand il y a eu le changement de régime, si je puis dire, auprès d'un certain nombre de chefs d'entreprise. Et on a titré « Les patrons wallons sont-ils les derniers amis du PS ?» Parce que la plupart des chefs d'entreprise, et certains sont ici, je ne les citerai pas, ont dit « surtout ne touchez pas au plan Marshall ». Et donc ma question, voilà, c'est comment vous démarquer tout en préservant l'héritage ? Donc je l'ai indiqué, je pense que s'inscrire dans une démarche qui serait une démarche vraiment réductrice, qui serait de dire le passé c'était négatif et l'avenir est positif, et ainsi m'ériger en procureur du passé serait une erreur fondamentale. Une erreur fondamentale notamment en ce qui concerne certains éléments du plan Marshall que le monde de l'entreprise légitimement apprécie. Exemple, la dynamique autour des pôles de compétitivité, autour des clusters, et un certain nombre de choix en matière de soutien d'innovation, par exemple, sont à l'évidence des choix qui sont partagés. Mais dans le même temps, je l'ai indiqué, nous voulons réorienter un certain nombre de choix budgétaires à l'intérieur du plan Marshall, pour les cibler, pour les orienter vers ce que l'on va considérer comme étant les secteurs les plus prioritaires. Deux, nous allons amener de nouveaux dispositifs, notamment de nouveaux dispositifs d'aide aux entreprises. Troisième élément, nous pensons que l'ensemble de la mécanique, même si elle est intéressante, connaît aujourd'hui beaucoup de lourdeur. Et à l'agenda, nous voulons aussi mettre la simplification du fonctionnement et des mécanismes d'organisation, de structure et de décision du plan Marshall. Des accents particuliers peut-être aussi à destination des plus petites entreprises. Et je l'ai indiqué, le volet international est un volet qui est aussi pour nous totalement prioritaire et à propos duquel nous voulons mobiliser très fortement les énergies, les structures, le lien avec le fédéral, le lien avec les institutions wallonnes fédérales, de manière à ce que nous puissions aider nos entreprises, un maximum de nos entreprises, à nous tourner vers l'international. On sait que
un des espaces de croissance, mais il est prioritaire pour nos entreprises, c'est effectivement notre capacité à conquérir des marchés à l'international, à conquérir des espaces d'activité avec un certain nombre d'opérateurs à l'étranger. Voilà quelques exemples parmi d'autres, mais ce travail va faire l'objet d'une organisation assez longue et assez détaillée parce que nous souhaitons vraiment évaluer, que ce soit le dispositif Plan Marshall, il est important, mais d'autres également, de manière à ce que, et c'est presque le fil conducteur, je vais dire, de l'organisation et des choix qui sont les nôtres, parce que singulièrement, en ces temps de tension budgétaire, et plus que jamais, chaque euro wallon, chaque euro destiné à soutenir l'activité ou à soutenir la rencontre d'un besoin sociétal, doit être évidemment investi utile, investi prioritairement. Alors, l'économiste, le professeur d'université, Bruno Coleman, est-ce qu'il partage le même constat que le ministre-président? Tout le monde dit qu'effectivement, ce plan Marshall est une excellente chose, mais malheureusement, on ne décolle pas comme on devrait. Quels sont les freins? Je crois qu'il est difficile de considérer l'économie wallonne de manière isolée par rapport aux autres régions, qu'elles soient belges ou étrangères, parce que le degré d'interdépendance des économies est extrêmement fort actuellement. Et en Wallonie, plus spécifiquement, on est soumis à un cadre budgétaire qui va se restreindre dans la prochaine décennie et qui rend les choses un peu plus compliquées. Il se fait que par un ensemble de phénomènes qui datent, à mon avis, des années 70, on est rentré, nolens-volens, en Wallonie, dans un système d'économie mixte, c'est-à-dire un système qui n'est pas celui d'une pure économie de marché, mais plutôt d'une économie aidée, accompagnée par les pouvoirs publics. D'ailleurs, beaucoup d'entreprises wallonnes importantes sont financées par les pouvoirs publics, et ce n'est blâmable à aucun égard. Mais il faut donc tenir compte de cette réalité d'économie mixte qui est irradiante. Et donc, le plan Marshall s'inscrit parfaitement dans cette logique, à savoir que ce sont des impulsions publiques destinées à stimuler l'initiative privée dans des domaines de pointe. Et donc, ça a du sens de conserver ce plan et de l'amplifier. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion, il y a quelques années, de consacrer une étude quand j'étais consultant à cette matière. Et indéniablement, l'écosystème qui est constitué d'une part par les pôles de compétitivité et le plan Marshall, mais d'autre part par la SRIW, les Invest, la SOALFIN et la SOGEPA, sont des outils qui, de manière harmonieuse, créent une traction économique positive. Est-ce que ça suffit? Non. Parce que la Wallonie est encore grippée, je crois, par des réflexes notamment industriels, en tout cas datant d'une économie industrielle et manufacturière, qui ne permettent pas aujourd'hui de faire comprendre aux gens que nous rentrons dans un monde nouveau. Et en fait, le véritable défi, c'est devant nous. Parce que si tant est qu'on a pu pendant 30, 40 ans vivre vaguement, on va dire, des rentes d'un passé révolu, il y a maintenant des révolutions industrielles qui se présentent. Mais ce ne sont pas des révolutions industrielles au sens classique du terme, elles sont digitales. Et en fait, il y a trois révolutions. Nous en avons traversé une, mais deux sont en train d'arriver. D'abord, eu la révolution qu'on qualifiera d'Internet, qui est une révolution qui est maintenant banalisée, qui a conduit à faciliter le transport des idées, de la communication. Il y a la révolution de la digitalisation, qui est en fait à l'économie tertiaire des services ce qu'a été le travail à la chaîne dans le domaine manufacturier, c'est-à-dire qu'on remplace des tâches répétitives par des processus, et ça on le voit dans toute une série de domaines. On peut croire, avec un certain délai, que cette digitalisation va peut-être à terme, je dis peut-être parce que je reste un peu sceptique, créer autant d'emplois qu'elle ne va en détruire. Mais donc on aura un choc d'emploi extrêmement important. Mais il y a une troisième révolution qui arrive et dont on commence à percevoir que de manière très insidieuse et sournoise les effets, c'est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. À savoir qu'à un certain moment, et j'avais l'occasion d'en parler avec le ministre-président de Motte avant l'exposé, à savoir que toute une série de tâches qui relèvent de la créativité, de l'acquis d'expérience, de l'imagination, vont trouver le relais dans des processus digitaux, informatiques, en tout cas selon des formulations qui sont encore mal maîtrisées, mais qui le seront bientôt. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'important, c'est de ne pas de voir une économie, on va dire, in casu, dans un isopérimètre temporel, mais de la projeter à un horizon de 20 à 30 ans, voire un peu plus loin. Et c'est donc dans des domaines qui doivent être stimulés par l'initiative publique qu'on va trouver des relais. Le message important aussi à donner, c'est un message qui est difficile à donner parce qu'il touche en fait aux valeurs humaines personnelles, c'est qu'on doit se former en permanence. Croire de manière un peu naïve, et Dieu sait si j'enseigne dans assez d'universités pour le constater, qu'on tient, pour utiliser un terme un peu simpliste, une carrière avec 4 ou 5 ans d'années de formation, c'est-à-dire qu'on tient 40 ans de carrière
avec 4 ans d'études, ce qui donne un ratio de 10, est complètement vain. En fait, on tient aujourd'hui peut-être 2 fois son nombre d'années d'études, peut-être 8 ans, 10 ans, mais ça suppose qu'on réhabilite la formation permanente, que les universités jouent un rôle très important, mais que le destin des gens soit repris en main par les acteurs économiques eux-mêmes à titre individuel. Et M. Pett ne va certainement pas me contredire. Donc ça veut dire que je crois qu'il y a des initiatives publiques à mettre en œuvre qui doivent être amplifiées dans des domaines, on va dire, de pointus, et qu'en même temps, il y a ce message de la formation qui n'appartient pas aux entreprises, qui n'est pas simplement l'acquis social dont on peut bénéficier parce qu'on est obligé d'aller à l'école ou on va dire dans des formations supérieures, mais qu'on doit déployer. Et puis à côté de ça, ce qu'on sait, à savoir que dans ce monde un peu nouveau, toute une série de tâches manuelles vont néanmoins rester, et donc l'enseignement technique et professionnel doit être lui-même développé beaucoup plus fort. Alors, on reviendra sur les aspects numériques de la formation, etc. Monsieur Pett, on a la chance d'avoir le ministre-président juste à côté de nous. Et vous avez travaillé avec lui certainement, en tout cas pendant 2 ans, c'est la législature qui est prévue. Il y a monsieur Giolet qui est dans la salle. Quelles sont, alors je ne vais pas dire exigences, mais vos attentes en tant que représentant de toutes les entreprises qui sont ici, plus toutes les autres, par rapport à ce nouveau gouvernement? Je dis que les attentes des entreprises, c'est un invariant, hein, elles ne changent pas avec le gouvernement. Donc nous avons un certain nombre de points qui nous semblent importants et que nous avons d'ailleurs détaillés en 4 thèmes. Il y a un premier thème qui pour moi est le plus important, et Bruno Coleman en a parlé, donc je suis bien d'accord avec ce qu'a dit Bruno Coleman, puisqu'il a dit que j'étais d'accord avec lui. Et ça facilite les échanges, effectivement. Et en fait, le premier point pour moi, c'est l'enseignement et la formation. On est en train de parler de révolution pour le futur, d'entreprise digitale, d'intelligence artificielle. On voit tous les jours que le problème fondamental de la Wallonie, c'est d'avoir une force de travail qui est capable de faire face à ce futur. Et aujourd'hui, là, nous avons un grand déficit, que ce soit dans l'enseignement classique, il n'y a qu'à voir les résultats des enquêtes PISA, et également dans l'enseignement spécialisé, même s'il y a une petite exception, dans les universités, nous avons des résultats de très bon niveau. Les universitaires, ce n'est pas la majorité des Wallons. Donc il faut continuer. Alors je sais que l'enseignement, c'est pas la région. Hein, je ne dis pas que c'est bien ou que c'est pas bien, mais ça complique un peu. La Belgique est un pays compliqué. Mais pour les entreprises, qu'un input vienne de la région, du fédéral ou du régional, ça revient au même. Et nous avons besoin d'un enseignement d'excellence. Nous avons besoin aussi, et là c'est la région, de formation en alternance d'un certain nombre de choses qui s'améliorent. Notre deuxième priorité, évidemment, c'est d'améliorer la compétitivité des entreprises. Et là aussi, ça dépend de facteurs qui sont fédéraux et régionaux. On s'est réjoui évidemment de ce que le fédéral a commencé à faire baisser le coût du travail. C'est important. Les dernières décisions en matière de baisse de l'impôt des sociétés sont aussi importantes pour nous. Mais il y a encore des gaps importants et il y a aussi des gaps très très importants et qui ne sont pas encore vraiment bien traités, même si on a timidement commencé à les traiter. C'est la modernisation du marché de l'emploi, la modernisation des règles du travail, où nous avons encore beaucoup de choses à faire. On ne travaillera pas dans le futur comme dans le passé. Et aujourd'hui, et là, il y a de grandes choses à faire. On parle également du coût d'énergie et des enjeux énergétiques pour le futur. Je crois qu'on y reviendra tout à l'heure. Et puis la modernisation de l'appareil public. Et ça vaut pour la région wallonne comme pour le fédéral, parce que les entreprises payent des impôts à la région et au fédéral. Et aujourd'hui, nous sommes dans un pays qui dépense, je crois, 54%, si M. Coleman est d'accord avec moi. Voilà, c'est bien. 54% de son PIB à la dépense publique. Et ça, c'est intenable pour le futur. Mais peut-être pour rebondir sur ce que Bruno Coleman a dit, cette révolution du futur, je ne crois pas qu'il faut avoir peur. L'intelligence artificielle, la digitalisation, ce sont des faits. Ça ne sert à rien d'avoir peur. Je crois qu'il faut se préparer et peut-être en faire des opportunités. Une opportunité pour le futur est que nous soyons les meilleurs en ces domaines et que finalement nous fassions ici en Belgique ce que nous sous-traitons aujourd'hui à l'étranger. Il y a des possibilités. Et je ne suis pas en train de rêver
en ayant la tête dans les étoiles, j'en suis persuadé. Mais ça, évidemment, ça demandera, et je reviens au début, que l'on ait les compétences pour faire face à cette révolution, et aussi, très important, une sorte de volonté commune en Wallonie de travailler ensemble et d'avancer dans un bon climat. Que ce soit entre les partis, que ce soit entre les patrons et les syndicats, mais je crois qu'une région ne se redresse pas dans la méfiance et dans le conflit. Et nous devons essayer d'instaurer au sein de notre région un climat de confiance entre les acteurs, avoir un projet commun pour le futur et l'atteindre. Alors justement, on peut rester sur le domaine de l'enseignement de la formation, parce que on a la chance, on a un dirigeant politique, on a un chef d'entreprise, on a un académique, et j'ai l'impression que chacun voit, je dirais, un petit peu le bout de la lorgnette. Je m'explique, dans le sens où, effectivement, vous avez fait allusion, les scores PISA sont pas terribles, et on entend un certain nombre de choses. Par exemple, on dit, il faudrait apprendre aux jeunes à coder. Alors, je vous lis ce que dit, par exemple, le docteur Laurent Alexandre. Alors, je ne sais pas si les gens dans la salle savent qui c'est. C'est une sommité dans tout ce qui est intelligence artificielle. C'est un Français qui a cofondé le site Doctissimo. Il l'a bien vendu. Il est venu ici pour notre climat, uniquement weather, pas du tout fiscal. Et voici ce qu'il disait dans un tweet à propos, effectivement, mais c'était en France, où il disait il faut apprendre à tous les jeunes à coder. Il dit apprendre à coder à tous les enfants est aussi con qu'apprendre la sténo en 1970. Le code de base sera écrit par l'intelligence artificielle. Autrement dit, j'entends bien qu'il y a des métiers de pénurie et que l'enseignement ne forme pas à ces métiers-là, mais en même temps, on ne sait pas quels seront les métiers de demain. Et je crois que d'ailleurs Olivier Doissège a accordé à notre magazine, ce magazine que le monde entier nous envie, Trends Tendance, une interview qui sort ce jeudi où il explique qu'effectivement on appelle des call centers qui auraient pu deviner il y a 3 ans qu'on allait parler non pas à un être humain mais à un chatbot. Donc la question c'est comment faire? Vaste question. Vaste question, mais la réponse peut être relativement simple. Ah. Moi je crois que ce qui est important c'est que nos jeunes aient une bonne formation de base et qu'ils aient appris à apprendre. Et ça, c'est quelque chose que nous voyons tous les jours dans nos entreprises. C'est vrai que lorsque nous embauchons quelqu'un, quel que soit son métier, 5 ans, 10 ans après, son métier, il a disparu ou il a changé fondamentalement. Et dans nos processus d'embauche que nous cherchons, ce sont des gens qui ne sont pas nécessairement des hyper spécialistes dans leur domaine, mais qui sont capables d'apprendre vite, qui ont un esprit relativement large et qui ont aussi un état d'esprit très ouvert au changement et au futur. Des gens qui sont optimistes et qui veulent apprendre. Et à ce moment-là, on ne sait pas quelles sont les technologies dominantes dans 10 ou 15 ans, mais ils s'adapteront, ils se formeront, ils seront heureux de le faire, etc. Mais pour ça, il faut qu'ils aient une base suffisante pour pouvoir, évidemment, s'adapter. Donc il faut être à l'écoute, je dirais, des attentes des entreprises, mais ce n'est pas l'entreprise qui doit façonner l'enseignement. Oula, c'est une vaste question, ça, oui. Je sais bien. Voilà. Mais je crois qu'il faut que l'enseignement donne une formation de base et l'entreprise peut aider à définir quelle est cette formation de base. Donc, elle ne doit pas être tout à fait absente. Et puis après, évidemment, il faut être à l'écoute des entreprises pour les enseignements spécialisés où, aujourd'hui, il y a un certain nombre de besoins qui ne sont pas remplis, par exemple. Bruno? C'est une question très importante. En fait, l'enseignement dans nos contrées est un enseignement encore déductif. C'est-à-dire qu'on apprend des recettes, on les applique. Et que ce soit dans le domaine du droit, de la science économique, finalement, on fabrique des jeunes qui n'apprennent pas à penser et qui apprennent à appliquer des formules. Et aux États-Unis, j'ai eu l'occasion d'étudier là-bas, l'enseignement est inductif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de recette. Chaque situation doit s'apprécier in casu, in situ, en l'état, et on essaie de trouver une solution. C'est-à-dire, dans le domaine de l'économie, par exemple, certains le savent dans la salle, on a importé la méthode des cas, c'est-à-dire des cas qui permettent d'analyser une situation. Dans l'enseignement européen, ça n'a jamais marché parce que nos esprits sont formés à appliquer des recettes plutôt qu'à trouver des solutions innovatrices. Eh bien, moi, je crois que toute la logique de l'enseignement devrait changer. D'abord, 5 ans, c'est trop. 5 ans, c'est trop. C'est trop pour former des gens dont les connaissances seront, vous l'avez dit, épuisées dans un multiple de 2 à 3. Ce qu'on devrait plutôt avoir, c'est une formation de base, comme vous dites, humaniste, qui apprend à apprendre, avec une mise à risque permanente, non pas de l'acquis de connaissances, mais de l'application de ce qu'on peut en faire,
Et puis d'avoir, de manière séquentielle, dans toute la vie professionnelle, toute une série de formations plus courtes qui permettent d'épouser le progrès. Parce que le problème, c'est ça. Finalement, dans un monde où la variation, on va dire, quasiment météorologique du progrès est incessante, on ne peut pas croire qu'un enseignement fixe permet de tenir. Il faut épouser ce progrès. Et ce ne sont pas les entreprises. Je sais que votre entreprise est très particulière parce que vous avez un système de formation interne qui est reconnu, mais la plupart des entreprises ne sont pas les belles-mères des travailleurs. C'est-à-dire qu'on doit soi-même prendre son destin en main, à tout le moins en partie. Et donc, ça supposerait d'avoir des enseignements et des sorties de la vie professionnelle pour épouser ce changement. De nouveau, les Américains ont parfaitement compris ça. Les études sont plus courtes, mais plus longues en termes d'étalement dans le temps. Mais c'est plutôt une question, je crois, de vision différente des choses, de passer de la déduction obéissante à l'induction créative. Alors, Monsieur le ministre-président, je vous regarde parce que la question est pour vous. Vous avez 2 ans devant vous. On vous souhaite du succès, comme toujours dans ces cas-là. Et alors, vous savez que dans les entreprises, quand elles ont un plan, par exemple ici à 2 ans, on peut les juger sur ce qu'on appelle des KPI, donc des indicateurs. Vous appelez ça les procureurs, je pense. Voilà. S'il fallait en choisir 2, des KPI pour vous, dans 2 ans, et qu'on se retrouve dans cette salle, vous voudriez qu'on vous juge sur quoi? Sur 2 éléments que vous avez envie d'épingler, ou 3, enfin je vous dis 2 comme ça, c'est subjectif. En matière économique, je vais être très direct et aussi très challengeant par rapport à moi-même et par rapport à toute l'équipe. Certainement le taux d'emploi, par exemple, et deuxièmement, la meilleure adéquation, pour rebondir sur votre question, la meilleure adéquation de la formation, que ce soit de la formation qu'elle soit dispensée par le Forum, par un certain nombre d'opérateurs qui agissent pour son compte avec le marché du travail. Parce que nous avons un véritable problème, bien sûr, le problème de définir la façon dont on doit organiser la formation pour l'avenir, mais on a un problème immédiat, on a un problème très concret. Et aujourd'hui encore, avant d'entrer, une entreprise me disait je n'envisage pas de grandir parce que je sais que je ne trouverai pas sur le marché du travail les profils qui me seront nécessaires pour cette croissance. C'est dramatique. C'est dramatique dans une région qui compte, grosso modo, un petit peu moins de 300 000 personnes qui sont demanderesses d'emploi, soit qu'elles soient chômeuses complètes indemnisées, qu'elles soient bénéficiaires d'un revenu d'intégration, ou bien encore, par exemple, dans la catégorie des personnes qui sont au chômage à temps partiel, de façon évidemment involontaire. Et donc je trouve qu'on doit vraiment porter, mais très vite, l'effort, notamment pour former ce groupe de personnes qui ont des capacités, qui ont des ressources. Moi, je crois profondément dans les gens, dans les personnes. Et donc, orienter un certain nombre, en tout cas tout le monde, ce ne sera pas possible pour tout le monde, bien sûr, mais orienter un certain nombre de ces personnes vers une des 59 filières de métiers en pénurie. Est-ce que ce n'est pas prioritaire? On a choisi de le faire bien sûr en encourageant, en accompagnant, en informant, dans un premier temps, en donnant des incitants positifs. J'ai lu qu'un tiers des offres d'emploi disponibles étaient en fait des offres d'emploi ciblées sur ces métiers en pénurie. Donc on doit vraiment, d'une part, répondre de façon urgente à ce qui est un besoin impérieux des entreprises. Et deuxièmement, je vais plus loin dans ma réflexion. Je pense qu'à un certain moment, on doit plus orienter la formation, qu'elle soit la formation obligatoire ou qu'elle soit la formation d'enseignement supérieur ou universitaire, vers prioritairement les besoins du marché du travail tels qu'on les imagine à court terme et à moyen terme dans notre pays. C'est évidemment un choix fondamental, je dis orienté plus largement, je ne dis pas exclusivement. Mais est-ce qu'il est raisonnable qu'un certain nombre de personnes, par choix, peut-être pas par goût, se disent je vais suivre tel type de formation et qu'au bout du compte, de toute façon, on sait en Belgique, on sait en Wallonie qu'il n'y a pas de perspective de travail. Et le troisième challenge, j'ai eu l'occasion de participer à un certain nombre de missions, notamment à l'étranger, à cet égard, c'est vraiment de faire de gros efforts pour rapprocher le monde de la formation, quel qu'en soit le niveau, avec la réalité effective de l'entreprise. On sait qu'avec la formation duale
que notamment nos amis allemands, suisses, etc., généralisent de plus en plus. On a, pas pour toutes les fonctions bien sûr, mais pour un certain nombre d'entre elles, on a réussi à mieux faire connaître, d'une part, le monde de l'entreprise par une série de jeunes, par une série d'étudiants, mais on a aussi réussi à mieux adapter le cursus de formation aux besoins, à la vie concrète, au matériel effectif que l'on trouve dans l'entreprise. Ce combat-là, c'est un combat immédiat. C'est un combat que l'on veut, vous me parliez d'éléments de marqueurs rapides, pour employer une autre terminologie, c'est un débat que l'on doit porter directement et ce sont des résultats que l'on veut obtenir très vite. Je termine avec un petit mot. Moi, je plaide et je profite de la présence d'un certain nombre de collègues pour que dans toutes les filières de formation, quel que soit le niveau, il y ait un cours d'entrepreneuriat, que l'on puisse même dès son niveau d'enseignement secondaire, primaire, supérieur, dans toutes les filières, que l'on puisse savoir ce qu'est une entreprise, comment on se lance comme indépendant, l'entrepreneuriat. Et puis on doit évidemment, globalement, vraiment soutenir l'effort pour tirer vers le haut le niveau. On sait que malheureusement, un peu plus de 10% de nos jeunes n'ont pas terminé une filière, quelle qu'elle soit, d'enseignement secondaire, par exemple, et hélas, que le niveau global s'appauvrit. Donc, ce message, et je le répéterai souvent dans mes visites, dans mes rencontres, ce message de l'effort, ce message de l'excellence, ce message des manches retroussées, c'est vraiment un message que je veux porter avec force aux uns comme aux autres. Alors, tant qu'on est dans le constat de certaines difficultés de l'économie wallonne, Monsieur Pret, je vous regarde, parce qu'une des difficultés qui ressort assez souvent, c'est le nombre d'entreprises de trop petite taille. Et pour reprendre une formule qui n'est pas la mienne, mais d'un patron d'une biotech en Wallonie, c'est comment, surtout que certaines d'entre elles sont des pépites, de véritables pépites, notamment par exemple en Wallonie, région Charleroi, etc., il y en a pas mal. Comment est-ce qu'on peut les transformer en lingots d'or, pour reprendre justement l'expression de ce chef d'entreprise? Quels sont les leviers sur lesquels on pourrait agir? Mais c'est souvent une question qui est plus psychologique que pratique. Hein. En fait, ce qui se passe, c'est que souvent, on démarre une entreprise. Alors, 7, c'est une moyenne. Hein. Oui. Donc, c'est pas une entreprise de 7 personnes qui a passé à 9. C'est une moyenne d'entreprise. Mais souvent, on démarre une entreprise et on est soutenu. Hein. Il y a pas mal d'initiatives pour soutenir les entreprises qui démarrent. Et puis, si ça marche, mais le patron de cette entreprise, il commence à gagner un peu des sous, à se sentir bien. Et il y a un moment où, pour progresser un peu plus, il doit passer à un niveau supérieur. Le niveau supérieur, c'est par exemple, j'adresse ce marché belge, et si je veux progresser, je dois commencer, je dois aller en Hollande, en France, etc. Pour faire ça, je vais prendre un peu plus de risques, encore plus de risques. Je rentre dans un domaine que je ne connais pas. Et comme je suis patron de PME, je n'ai pas la chance, comme les patrons de grandes entreprises, d'avoir un staff autour de moi. Je fais tout seul. Est-ce que je prends le risque? Comment je fais pour progresser? Nous avions développé au sein de l'Union Wallonne une initiative pour aider des petites entreprises à progresser. Et ce qu'on a vu, c'est que ce qui était important, c'est d'apporter un accompagnement au chef d'entreprise pour l'aider à établir un plan stratégique, à établir un plan d'exportation, etc. Parce qu'il est souvent un peu tout seul. Et je crois qu'une initiative importante serait d'avoir des initiatives qui aident les entreprises, justement, de moyenne taille, à croître, ce qui aujourd'hui n'existe pas. En tout cas, pas de façon importante. Aujourd'hui, vous avez les Venture Labs, on s'occupe beaucoup des entreprises qui démarrent, les start-up, etc. Et à un certain moment, ils sont devenus un peu trop grands et ils n'ont pas le même soutien. Et je crois que c'est vraiment le soutien au management qui est important. Je crois que c'est important. Il y a un deuxième point, parce que dans la moyenne, il y a aussi toutes ces entreprises qui sont à 49 ou 48 personnes. Oui. Voilà. On se demande pourquoi. Je suis persuadé que si ce seuil-là était modifié, on verrait peut-être un certain nombre d'emplois se créer en Wallonie. Alors je sais bien que ça, c'est un sujet qui est un peu tabou. C'est un peu idiot. Parce que si on était tous d'accord, si on avait un climat qui était parfait, etc., ça ne poserait aucun problème à quelqu'un de passer de 48 à 52 personnes. Mais là, je peux vous dire que j'en connais beaucoup quand même, qui, lorsqu'ils approchent 50, soit créent une deuxième entreprise, ou même pire,
créer une entreprise à l'étranger. Je connais des cas de gens qui ont été de l'autre côté de la frontière, créer une deuxième entreprise, en disant, mais plutôt que d'avoir 70 personnes en Belgique, j'en garde 45 personnes ici, j'en mets 20 de l'autre côté. Et il me semble que là, c'est quelque chose qu'il faut réfléchir. C'est un vrai frein. C'est un vrai frein. Il y a des pays qui ont changé ce qu'on appelle les minima sociaux. La France l'a fait, notamment. Et nous sommes toujours avec cette limitation qui, à mon avis, pose problème. Mais je sais que c'est un sujet tabou. On peut parler quelques secondes du fédéral. Alors je regarde Bruno, parce qu'il est aussi fiscaliste, il a de multiples casquettes, et puis il y a le Premier ministre qui est là. Alors on se réjouit tous de cette réforme fiscale, en tout cas si on est chef d'entreprise, puisque le taux de l'ISOC va baisser. Mais est-ce que c'est la question, elle est brutale, mais franche et claire. Est-ce que c'est une vraie baisse, ou est-ce que du fait qu'on doit la compenser, parce que pour des raisons budgétaires, elle doit être neutre, est-ce que c'est un coup d'épée dans l'eau? Question que je pose au fiscaliste Bruno Coleman. Non, je ne crois pas du tout que ce soit un coup d'épée dans l'eau, et ce n'est pas pour faire plaisir à M. le Premier ministre que je le dis. Je pense qu'on est caractérisé, vous l'avez dit, par un niveau d'engagement public très important par rapport au PIB. On n'est pas le seul pays, la France est au-dessus de nous, mais il est clair que le progrès économique, je crois, est fondé sur la liberté d'entreprendre, sur le courage personnel aussi, et que le fait d'avoir un contexte fiscal favorable, notamment en matière d'emploi, pour le premier emploi, c'est important. Parce qu'il y a une chose qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est que les grandes entreprises dans un pays créent la richesse, les petites créent l'emploi. Et donc, ce qui est important, c'est finalement, si on doit prendre une immense orientation, on va dire simplissime au niveau fiscal, c'est qu'on doit libérer le poids sur le travail dans les petites entreprises pour amplifier la mise à l'emploi et continuer à permettre aux grosses entreprises de prospérer par des taux d'imposition qui ne sont pas confiscatoires. Et c'est un peu la logique qui est adoptée maintenant, puisqu'en fait, il y a une différence de traitement qui s'établit entre les grandes et les petites entreprises. Mais ceci étant, la fiscalité, c'est pas tout. Il y a d'abord la conjoncture, l'interdépendance entre les économies qui est fondamentale. On sait par exemple qu'en Belgique, mais je parle de la Belgique donc globalement, en Belgique, le taux de croissance de ce pays est essentiellement conditionné et corrélé au taux de croissance allemand. Je sais que l'ambassadeur d'Allemagne est ici, et que donc on ne pourrait pas imaginer une Belgique qui, de manière insularisée, puisse croître sans être entraînée par ces relations internationales. Mais ce qui crée le progrès dans un pays, c'est l'envie du futur, c'est la confiance dans la confiance, c'est le fait d'avoir le courage personnel de vouloir améliorer son sort, et donc ça n'est pas accompli uniquement par un modèle étatique. Il faut un moment que les gens soient conscients du fait que leur sort doit être pris en main de manière individuelle. Et ce qui est extraordinaire dans ce pays, c'est que tous les outils sont là. On a par exemple un système d'éducation qui est extraordinaire et ouvert à tous les âges, qui est d'ailleurs sous-employé par la plupart des personnes qui pourraient y avoir accès. Et donc, je crois que la mise à l'emploi demande un préalable, effectivement, fiscal et social qui est en train d'être mis en place. Mais au-delà de ça, il y a un message, et je crois qu'il est très désagréable à donner parce qu'il suppose malheureusement que certaines personnes, d'accepter que certaines personnes soient plus aptes que d'autres à y rentrer, c'est qu'on doit continuer à se former et qu'on doit faire preuve, on va dire, de ténacité. Ceci étant, il y a une autre chose qui va peut-être dans un sens inverse, c'est que est-ce qu'on va retrouver un jour le plein emploi dans ce pays grâce ou pas à des mesures fiscales? La réponse est non. Je crois qu'on aura, comme je le disais, des chocs d'emploi très importants et qu'on va devoir accepter, même si c'est aussi désagréable comme idée, le fait que si on se rapproche hypothétiquement, d'une situation de plein emploi, ce sera au prix d'une certaine inégalité sociale. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas concilier une tendance vers le plein emploi et un renforcement de l'égalité sociale. Ça, c'est malheureusement la caractéristique du monde dans lequel on entre maintenant. Alors, en Wallonie, il y a un homme politique, mais qui n'est pas belge, qui a beaucoup de succès, c'est Emmanuel Macron. Il a du succès aussi bien à gauche qu'à droite. Et je constatais récemment qu'il s'est lancé dans une petite vague de privatisation avec Engie. Et l'idée, c'est qu'il va chercher de l'argent pour abonder un fonds qui va servir justement à alimenter ce fonds pour l'innovation, la transformation numérique de son pays. Et puis tout d'un coup, je remarque ici en Belgique, depuis qu'il y a ce changement de régime, on parle tout d'un coup d'une privatisation de la Sonaca, même de la FN si on dément, etc. Est-ce que c'est dans l'air du temps? C'est quelque chose d'envisageable? Parce qu'au niveau fédéral, on parle de Belfius, même de la SNCB, mais est-ce qu'au niveau régional, c'est une piste que vous caressez du doigt? Donc à cet égard, notre raisonnement est le suivant, et je pense qu'il va susciter l'adhésion de la grande majorité de cette salle. Notre raisonnement est de dire nous devons
s'agissant de la Sonaca, de la FN ou s'agissant d'autres situations, avoir un raisonnement qui est d'abord un raisonnement économique. Un raisonnement qui est marqué de l'analyse suivante. Est-ce qu'il est de l'intérêt pour l'entreprise? Est-ce qu'il est de l'intérêt pour l'emploi, pour l'activité, pour le déploiement de l'activité, pour la rencontre peut-être d'un certain nombre de difficultés, pour la croissance de l'entreprise concernée, d'ouvrir son capital et de l'ouvrir avec quelle proportion? Notre raisonnement est donc un raisonnement qui est donc strictement et uniquement motivé par l'intérêt économique, l'intérêt en termes d'activité et en termes d'emploi de l'entreprise concernée, à travers l'entreprise concernée de notre région. En ce qui concerne ces participations éventuelles à ouvrir, notre raisonnement est aussi de rester, j'ai cru entendre que le raisonnement au niveau fédéral procédait, en ce qui concerne notamment un de vos sponsors de cette soirée, de la même approche, qui est de rester à ce stade, de rester dans notre raisonnement majoritaire dans le capital de ces entreprises. Tirer profit d'une participation avec l'entreprise, avec le raisonnement du management et l'analyse socio-économique, c'est vraiment l'approche qui est la nôtre. Je profite que ce soit ces entreprises-là ou les autres pour faire le lien avec ce que vous indiquez. 2018, mesdames et messieurs les responsables, les patrons d'entreprise, doit être un grand cru. Parce que, notamment, en termes d'aide à l'emploi, d'aide à la croissance des plus jeunes entreprises, les outils vont connaître de nouveaux développements. Je détaille, le tax shift va connaître pour l'année 2018 une nouvelle diminution des cotisations sociales, singulièrement sur les bas et les moyens salaires, avec maximum 25% de cotisations sociales patronales. 2, je rappelle que ces dispositions fédérales, je fais le lien à la suite de votre question, s'ajoutent à d'autres dispositions régionales ciblées dans les compétences régionales en ce qui concerne les aides à l'emploi, notamment sur certains publics éloignés du marché du travail, plus jeunes ou plus âgés par exemple. Et puis, je fais le lien en ce qui concerne alors la croissance des plus petites entreprises. Vous savez qu'on a mis en place un dispositif de type tax shelter qui permet l'investissement avec une déduction fiscale de 45% vraiment pour les TPE, de 30% de l'apport réalisé dans le capital d'une jeune entreprise de moins de 4 ans. Je crois savoir que des travaux sont en cours au fédéral pour permettre l'élargissement de cette période de 4 ans, de sorte que, et c'est aussi un des enjeux de la croissance des jeunes entreprises, évidemment, c'est de pouvoir financer cette croissance des jeunes entreprises, ce dispositif élargi, complémentairement un certain nombre de possibilités de financement sur le marché dans les 3F ou auprès d'institutions privées, publiques et d'autres intervenants, me paraît de nature aussi à affirmer que 2018 sera aussi, en ce qui concerne les possibilités de financement de la croissance des entreprises. J'ai cité l'emploi dans un premier temps, je parle le financement maintenant de la croissance, notamment quasi précoce des jeunes entreprises, sera aussi une année vraiment où on pourra disposer, je pense, d'outils assez larges en ce qui concerne ces perspectives. Merci. Monsieur Prête, il nous reste 2 minutes. Comme vous êtes l'autorité invitante, je vous propose d'avoir le mot de la fin. Alors, je suis sûr qu'il y a plein de sujets qu'on n'a pas évoqués. Vous êtes resté sur votre fin. C'est l'occasion jamais. C'est la question de Joker. S'il y a un sujet que vous souhaitez évoquer, je ne sais pas, l'énergie ou autre, qu'on n'a pas pu développer assez, avant de laisser Olivier Doissège reprendre la main pour la cérémonie. Non, je crois qu'il y a un sujet qui est important. Il y a 2 sujets qui me tiennent à cœur, au-delà de ce qui a été discuté. Le premier, c'est que nous devons nous mobiliser autour de grands projets. Et je vois plusieurs grands projets, mais il y a 2 projets quand même qui sont très importants au niveau wallon, au niveau belge. Le premier, c'est la mobilité, et le deuxième, c'est l'énergie, la transition énergétique. Et là, je crois que les régions et le fédéral peuvent travailler ensemble, notamment dans le cadre du plan d'investissement que le fédéral veut lancer. Et il est très important qu'on adresse ces problèmes-là. Je suis très déçu, moi, du fait qu'on ait attendu si longtemps pour attaquer le problème énergétique, le problème de la transition énergétique. On n'a toujours pas un vrai plan à terme pour sécuriser notre approvisionnement, respecter les normes européennes en termes d'environnement et avoir un coût de l'énergie qui ne soit pas prohibitif pour les entreprises. Donc ce grand projet-là est important. Un grand projet pour la mobilité, ça c'est évident. Aujourd'hui,
La mobilité est un problème important, très très important. Ceux qui viennent souvent à Bruxelles le savent, mais ceux qui viennent à Liège aussi le savent de temps en temps pour l'instant. Et je crois que ça c'est très 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 important. Un deuxième point qui me tient à cœur, c'est on a vu récemment un certain nombre de malheureusement ces dernières années, c'est vrai que la Wallonie n'a pas vraiment décollé, mais elle a eu toujours, on est toujours dans la dernière phase, et j'espère qu'elle est finie, de restructuration des grandes entreprises. On a eu la sidérurgie qui a perdu énormément d'emplois, on vient de vivre Caterpillar, etc. Imaginez-vous le nombre d'incitants que vous devez faire à l'emploi pour compenser ça. Et finalement, on l'a compensé, c'est le mérite, c'est quand même en partie le mérite du plan Marshall. Hein. Le plan Marshall a fait beaucoup de bonnes choses. Et quand on regarde bien ce qui s'est passé, et quand on regarde bien les fragilités des entreprises, on se rend compte qu'il y a un intérêt à analyser la chaîne de valeur des entreprises. En fait, les entreprises fragiles sont les entreprises qui ne maîtrisent pas les parties les plus rentables de leur chaîne de valeur. Bon, on a parlé de Caterpillar, au-delà d'un certain nombre de choses qui ont été décidées par les Américains. Caterpillar ne maîtrisait pas sa recherche et développement, ne maîtrisait pas son produit, ne maîtrisait pas sa commercialisation. Et ne pouvait vivre donc qu'en se battant en permanence contre une productivité, pour avoir une productivité, courir après la productivité de pays à bas coût, ce qui, à mon avis, était une course sans fin et qui, à un moment, s'arrêterait. Ford Genk, c'était exactement la même chose. Et je crois qu'on aurait intérêt en Wallonie à regarder l'ensemble de nos secteurs industriels et à regarder là où il y a des trous. Et peut-être investir dans ces trous et se dire qu'on va récupérer cette partie de la chaîne de valeur qu'on a perdue et ça va fortifier nos entreprises. Ça, j'y crois beaucoup. Merci. Avant de laisser Olivier de Vassège prendre le relais, je vous applaudis, je vous remercie.